c'est très difficile. C'est quasiment impossible de connaître depuis Addis Abeba la date exacte d'un événement qui doit se dérouler à 400 km, à Chakusen, une localité qui est dans le sud de l'Éthiopie. Que dire alors quand on est en France? À la rédaction du Figaro Magazine, où j'ai proposé ce sujet, les avis sont très partagés. Chakusen, c'est le 15 du mois de février, me dit quelqu'un qui est spécialiste de l'Afrique. Mais c'est passé, me déclare l'attaché de presse de l'ambassade d'Éthiopie. C'était il y a 20 jours. Mais non, Chakusen, c'est bientôt, me dit un ami que j'ai à Strasbourg, qui s'occupe justement de voyages dans la Corne de l'Afrique. C'est à la fin du premier quart de la Lune. Consultez un calendrier, me dit un collègue du FICMAG. Certes, mais lequel? Les trois. Des phases de la Lune, le calendrier musulman et le chrétien. Ça veut dire de variatio lunae, la boule Vefa pour les musulmans et l'albatégui. L'opération requiert un peu de temps et des recherches, mais elle s'avère efficace. Nous voilà partis, quelques jours plus tard, photographes, guides, chauffeurs et moi-même, sur les pistes d'Éthiopie. Avec un doute quand même dans l'esprit. D'abord parce que nous avons très peu de temps, si c'est bien comme l'a dit avec le premier quart de lune, on a en gros une semaine. Et ce doute ne se lèvera que lorsque je rencontrerai les premières files de pèlerins sur les pistes des monts Balais. La route de Addis Abeba à Chamchéméné est récente. C'est une belle route droite qui rappelle un peu notre vieille Nationale 7, avec ses villages qu'on passe par jour de marché, ses auberges avec leurs parasols Coca-Cola en terrasse, ses ébus, puisqu'on est en Afrique, qui traversent la chaussée sans regarder à droite et à gauche, ces paysages verdoyants qui déroulent à l'infini leurs bouquets d'acacias et leurs euphorbes candélabres, sous lesquels se nichent des cases rondes en torchis, ocre brun et terre de sienne avec leurs toits pointus en paille de mil. C'est un pays qui ne ressemble à aucun autre pays africain. Les gens ont des traits fins, un port de tête altier, une allure noble. On dit que l'Éthiopie, c'est la fierté de l'Afrique. C'est un pays qui n'a connu aucune occupation ou très peu. Occupation étrangère, à part celle relativement brève de l'Italie mussolinienne. C'est un pays qui a su traiter d'égal à égal avec des puissances occidentales, grâce à son monarque, grande personnalité, Haïlé Sélassié, le roi des rois, le représentant de la plus vieille monarchie du monde. On dit qu'elle descend directement de la biblique reine de Saba. Alors, nous avons quitté Chamchéméné aux premières lueurs du jour, le ventre vide, car l'auberge n'est pas encore réveillée. Il faut se dépêcher. Chakusen n'est qu'à 3 journées en voiture, à condition de se lever très tôt et de rouler jusqu'au soir. Direction les monts Balais. Nous cahotons d'une ornière à l'autre entre une double rangée d'eucalyptus. L'air frais du matin achève de nous réveiller. Ça sent un peu une odeur médicinale dans l'air. Entre les troncs très droits, on aperçoit des huttes en pisé, quelques chèvres, une vache, le fermier et la fermière, enroulés dans leur cape de laine, vert sombre ou violette, qui s'affairent devant leur petit abri en paille au toit pointu. Enfin, nous arrivons à un village, Kofalé, où nous trouvons un café ouvert. À l'intérieur, 2 ou 3 gamins font leurs devoirs sur un coin de table. Quelques clients matinaux qui nous observent avec curiosité. Apparemment, on ne voit pas souvent des touristes dans le coin. Surtout qui débarquent avec le lever du jour. On chasse les gosses pour libérer la table et on nous installe juste sous un grand panneau vert sombre représentant le lion de l'Éthiopie. Et voilà les verres de thé à la cannelle et la cardamone qui arrivent tout fumant
les petits pains à l'huile, avec les samboussas, qui sont des sortes d'oublis fourrés de lentilles en sauce. Les terres fertiles des contreforts du Valais déroulent leurs champs. À ceux-ci succèdent des pâturages sur lesquels on voit des chevaux, des vaches, un troupeau de moutons, quelques chèvres. Les paysans devraient être riches, si j'en crois le nombreux bétail que nous croisons. Et pourtant, les huttes sont misérables, et les enfants qu'on voit sont vêtus de loques et vont pieds nus. À 7 h du matin, le jour suivant, nous croisons sur la route le premier bus de pèlerins en provenance de Harare. Il était temps. Je commençais à me dire que tout ça avait été pour rien. C'est le journal qui aurait été content, tiens, si je ramène rien du tout. Des pèlerins musulmans dans un bus chrétien qui nous double en klaxonnant joyeusement. La cabine du chauffeur est décorée d'images saintes, de scènes vierges, de croix porte-bonheur. Après lui, maintenant, lorsqu'on voit une tache blanche au milieu du paysage, ce n'est plus un caillou ou un euphorbes, mais un homme qui marche, avec son bâton sur l'épaule. Partout bientôt, ce sont des hommes qui marchent vers un but, droit devant eux. La savane, au matin, déroule à l'infini ces teintes tilleules que la gelée de la nuit lustre encore comme un vieux velours de soie. C'est une couleur très particulière. De loin en loin, des hommes que l'on voit marcher, les bras en croix, leurs bâtons calés sur les épaules, l'écharpe blanche ou verte sombre, flottant au vent, une cavalière très droite sur sa mule, abritée sous une ombrelle, image d'un autre temps. Paradigmes éthiopiens, assez troublants lorsqu'on les rencontre sur ces pistes poussiéreuses qui semblent ne mener nulle part. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les pèlerins affluent maintenant par groupes de 100, 200, hommes et femmes, vieillards et enfants, harassés, dépenaillés, magnétisés par la foi qui les anime, marmonnant des prières ou chantant des vieux chants africains. Ces marcheurs, de nulle part, portent de curieux bâtons fourchus qu'ils appellent Oulé Cheikh Hussein, c'est-à-dire la canne de Cheikh Hussein. Ce sont de longues tiges flexibles qui étaient terminées à l'origine par des cornes d'antilope spiralées, ce qui explique leur curieuse forme en V. À la fois canne et bâton de pèlerin, elles vont leur servir d'appui dans la marche et aussi pendant les interminables prières communes. En dehors de leur fonction pratique, ces bâtons ont une valeur symbolique. C'est un peu la coquille de Saint-Jacques du pèlerinage de Compostelle. Ils ouvrent aux pèlerins de Cheikh Hussein la porte des maisons qu'ils rencontrent leur chemin et qui doivent, suivant une vieille tradition orale, encore aujourd'hui et scrupuleusement respectée, leur offrir le gîte et le couvert. Les pèlerins de Cheikh Hussein doivent s'abstenir de tout écart de conduite. Bien sûr, aucune relation sexuelle, ne pas se couper les cheveux, la barbe, les ongles, toujours dormir à l'extérieur, ce qui explique cet air famélique qu'ils ont lorsqu'on les croise après un voyage qui a pu durer 6 mois et même davantage. Le 4e jour du voyage commence avec un petit déjeuner frugal mais réconfortant, dans une petite auberge de village. Beignets chauds, café au lait crémeux, comme on n'en sert plus dans les bistrots parisiens. Pour qui préfère le thé, on nous sert ce thé très sucré, mêlant le goût de la cannelle et des graines de cardamone. Une voix de femme à la radio qui chante comme l'égyptienne Kalsoum, et une foule d'hommes et d'enfants qui nous observent à la fois curieux et rigolards. Nous sentons bien que nous approchons du but de notre voyage. Et soudain, sur la route, c'est un éclatement de couleurs.
Dans la poussière ocre, ils sont des centaines, des milliers de pèlerins. Des femmes en robe jaune safran, fuchsia, parme, indigo, vert citron, en châle multicolore, cachant les têtes, flottant sur leurs épaules brunes, attachées autour des hanches. La plupart marchent au milieu de la route, poussant devant elles des vaches dont les cornes sont ornées avec des tresses de branchage. D'autres sont à dos de mule, trottant sur le bas-côté pour nous laisser passer. Nous découvrons avec horreur le bus qui nous avait dépassé hier, renversé dans le ravin, entièrement calciné. Y a-t-il eu des survivants? L'incendie a dû être très violent, tout est brûlé autour et il ne reste qu'une carcasse fumante. Ça, c'est aussi le pèlerinage en Afrique. Au-dessus de la foule s'élèvent éclatantes de blancheur les murailles crénelées de la cité sainte au loin, et plus loin encore, on aperçoit les dômes blancs du sanctuaire. Dans un nuage de poussière rousse, des pèlerins arrivent de tous les côtés, comme des cours d'eau diluviennes qui dévaleraient les montagnes. Mon guide éthiopien me signale diverses ethnies venues des Bombalé, du Hararé, de Somalie, de Yima, qui est à 500 km à l'ouest du Soudan, du Yémen. Ce sont des Amaras, des Afars, des Mursis, des Amars, des Borana, et bien sûr, en majorité, des Oromo, puisque le pèlerinage de Chakusen est une longue tradition chez eux. Même des Oromo habitant Londres ont pris l'avion pour assister à l'événement. C'est ce que j'ai appris plus tard. C'est à ce moment que le guide qui est avec nous me conseille, si je veux me mêler à cette foule, de passer le Sarwell et le Chèche. Seulement voilà, il l'a pris en noir pour moi. Ce que je vais l'apprendre plus tard est la tenue des intégristes. Me voilà donc en tenue d'intégriste au milieu d'un pèlerinage musulman de la corne de l'Afrique. Plus pâle de teint qu'eux, donc supposé venir d'un pays du Golfe, un Saoudien, un Koweïtien ou du Moyen-Orient. Enfin, en tout cas un pur dur musulman. Avançant au pas, coude contre coude avec la foule, au milieu des bâtons fourchus, la liesse, les crosses des fusils ornés, des crinières de lion, des gris-gris faméliques, des colliers multicolores, des queues de zèbre, comme des cornes d'antilope. Il y a des femmes Oromo qui, elles, portent sur leur front des grosses ferronnières de perles rouges. Et pour comble, un gosse, haut comme 3 pommes, qui a lâché la main de ses parents pour prendre la mienne, et comme je marchais dans le sens contraire de ces derniers, ils doivent rebrousser chemin et me suivre s'ils ne veulent pas perdre leur gamin de vue, ou le perdre carrément. Il a l'air très content de s'être débarrassé d'eux et me regarde avec des yeux noyés de reconnaissance. Je me dis tout en marchant avec lui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de lui dans mon 2 pièces de la rue du Cherche-Midi? Heureusement, il a fini par se fatiguer et par retourner avec ses parents. Un vieux chef de tribu nous a autorisé à nous installer à côté d'un petit bâtiment, peut-être une école, à 2 ou 3 kilomètres de son village. Nous y serons plus tranquilles pour dresser notre campement. En plus, cet endroit présente l'avantage d'être protégé par une clôture formée par un emmêlement de branchages, de ronces, de cactées, de forbes, qui nous mettent à l'abri des visites indiscrètes, comme nous le verrons bientôt avec l'arrivée intempestive d'un couple de hyènes. Dans la pénombre de la tente, nous disposons tapis, nattes, sacs de couchage et narguilés, mais aussi melons, pastèques, ananas, sacs de semoule et pain à l'huile. Devant un magnifique paysage, un panorama de montagnes découpant leurs formes majestueuses sur l'horizon, nous prenons notre premier dîner à Chakusen. De plus, notre campement se trouvant sur la route des Monts Balé,
nous sommes tenus au courant de l'évolution de la situation, puisque les colonnes de pèlerins passent forcément sous nos yeux. Toute la nuit, nous avons entendu ce flot continu de gens qui martelaient le chemin. Mis à part quelques flambeaux, tout ça se déroulait dans l'obscurité totale. Il n'y avait que cette vibration dans la nuit que l'on entendait comme un roulement, l'afflux des pèlerins vers Chakusen. Sur ce fond sonore, cette vibration dans la nuit, je n'y tiens plus. Vers 2 h du matin, je me lève en catimini pour aller me mêler à cette foule, et le guide a eu la même idée que moi. Pourtant, nous allons nous séparer très vite. On ne peut pas rester ensemble au milieu de cette marée humaine. À leur arrivée, au cœur de la nuit, les pèlerins sont accueillis par des cris de joie, des you-you stridents et des chants graves que tous reprennent en chœur. Des milliers se sont rassemblés sur une grande place devant le sanctuaire, éclairé par la lune, sous les étoiles. Accroupis, tournant le dos à l'entrée, ils scandent des prières qu'un imam vocifère dans un porte-voix. Au-dessus des têtes, une créature d'une taille hors du commun, vêtue de haillons rouges, sa crinière ébouriffée, tenue par un bandeau, hurle des mots que je ne comprends pas. Sa bouche écume de ce que je pense être des feuilles de khat, cette plante hallucinogène qu'on cueille au Yémen, et qu'on mâchonne ici en grande quantité pour résister à l'épreuve de la fatigue et au sommeil, pour aussi atteindre à cette folie sainte, les trans, qui commencent à agiter certains corps autour de moi. Dans cette foule, je suis accosté par un individu dont j'ai pu à peine entrevoir le visage dans le noir, il m'a entraîné vers l'entrée du sanctuaire. Mes sandales à la main, mon sac à dos sanglé derrière, je suis ses instructions, ou plutôt je les devine à ses gestes. D'abord, embrasser le côté gauche du portail d'entrée, puis le droit, avant de pénétrer dans l'enceinte. Puis j'emprunte un chemin caillouteux en prenant garde de poser la plante sensible de mes pieds de citadin occidental sur les pierres qui ont été rabotées par le passage fréquent des pèlerins. Le type m'engage à le suivre dans le mausolée, sous le dôme, dont l'entrée est recouverte par un amoncellement de chaussures ainsi que des corps couchés sur le ventre qu'il faut enjamber dans l'obscurité pour se glisser dans le sein du saint. Je distingue des corps prostrés, serrés les uns contre les autres, plutôt les uns sur les autres. Certains ont sur le visage un masque de boue qui donne à leurs yeux une lueur inquiétante dans le noir. Dans le cube central, une chatière, très basse, qui ouvre sur les ténèbres du tombeau du saint. Le type m'y engage en rampant à plat ventre sur la terre humide pour atteindre un espace clos, minuscule, plein de gens qui prient, se lamentent, gémissent, dans une atmosphère alourdie par la fumée de l'encens et les odeurs des corps. Mes yeux se sont accoutumés à l'obscurité. J'en vois qui grattent le sol pour en tirer de la poudre dont ils se remplissent leur bouche. D'autres frottent leur visage et leurs jambes de cette terre qu'ils arrachent au sol et au mur. D'autres, carrément, qui la lèchent sur l'endroit même et qui en remplissent la bouche des nourrissons qu'ils tiennent en bandoulière. Tous me font de la place lorsque je les croise, rampant à plat ventre comme eux, dans un boyau aussi fréquenté qu'une rame de métro à l'heure de pointe. C'est à ce moment qu'un homme me saisit les mains et, les tournant la paume vers le haut, il se met à entonner une longue prière, une mélopée, que des voix reprennent autour de moi. Un nuage d'encens monte vers le dôme, que la réverbération du jour commence un peu à éclairer. Quand la prière du type est terminée, je m'esquive et dehors, je retrouve le paysage inondé de lumière. Le soleil s'est levé. Sous les grands arbres qu'il commence à animer, autour d'un bassin émaillé de lentilles,
les pèlerins se pressent pour puiser de l'eau avec des bidons en plastique, boire ou s'asperger le visage et les bras. C'est le moment de la toilette matinale. Dans le poudroiement ocre roux que les rayons font briller, chacun porte son bois, pousse devant soi son mouton pour le sacrifice de l'Aïd. Ici, l'islam est venu se greffer à une autre culture animiste, celle des Oromos. On adore le Vak, le dieu du ciel, qui se manifeste aux hommes par l'intermédiaire des djinns, qui sont des esprits, et de nombreuses divinités inférieures. Ainsi, les Oromos croient que les montagnes, les grottes, les sources, les rivières, les cailloux, les serpents, les arbres, tout enfin, et bien d'autres, possèdent un esprit particulièrement fort pour influer sur l'existence des hommes en bien comme en mal. Rien d'étonnant dans cette région de l'Afrique qui a vu naître l'humanité. Le dieu Vak ne devrait-il pas un jour envahir de nouveau cet endroit du globe terrestre qui est entaillé par le rift, cette partie qu'on appelle aujourd'hui le Danakil, qui est une zone située à 150 mètres sous le niveau de la mer et qui doit un jour retourner à la mer, puisque la plaque africaine glisse lentement sous l'Eurasienne. Sur la place, c'est le jour de la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Autour de la mosquée, des milliers de personnes sont rassemblées. On se ferait difficilement un chemin au milieu de tous ces corps accroupis. Des djinns, les vieux sages ou vieux fous, suivant qu'ils sont investis de l'esprit du bien ou du mal, haranguent la foule, crachent dans les mains qui se tendent, ce qui est censé porter chance à la victime qui se frotte immédiatement le visage avec cela. J'en vois un de djinn particulièrement terrible qui, juché sur la crête de la muraille de la mosquée, agite sa crinière hirsute en brandissant un long bâton. D'après mon voisin, il viendrait du Wollo, une région aride située à 300 km de Addis Abeba. Il porte à la ceinture un large coutelas gainé de cuir rouge et agite au bout de son bâton une boîte de conserve rouillée dans laquelle brûle de l'encens. La tension monte avec la presse de la foule, la chaleur, les prières, les effluves de Kat et les transes qui, de plus en plus autour de moi, se déclenchent. Bientôt, la folie du type est à son paroxysme. Le type a dégainé son coutelas et il agite frénétiquement la lame brillante au rythme des tambours. La foule au-dessous de la scène rit et lui lance des choses pour se moquer de lui. Soudain, deux hommes sont montés et lui ont pris le bras pour tenter de le désarmer. Il se dégage d'un mouvement leste et il saute du haut des 3 ou 4 mètres de la muraille au risque de se briser les os. La foule a poussé un cri d'effroi. L'espace d'1 minute, le type est resté là, immobile, les bras en croix, la face contre terre, dans la poussière que sa chute a soulevée. Il est mort. Non. Il se relève et il s'éloigne d'un pas nonchalant. Après cette nuit de foule et d'émotion, j'ai besoin de m'allonger pour 1 ou 2 heures. Je quitte le village pour me diriger vers notre campement. Une fois que j'ai dépassé les dernières cases, la campagne s'étend autour de moi, poussiéreuse et solitaire, traversée par 2 chemins qui s'écartent en formant une fourche. Je prends celui de droite, qui longe bientôt la palissade de ronces et de branches qui clôture notre camp. La barrière d'entrée est ouverte et je constate que tout le monde est absent. Les voitures ne sont plus là, les chauffeurs ont dû les prendre pour aller au village. Je suis seul. Après le tumulte de la fête, le silence autour de moi est oppressant.
Je rentre sous la grande tente afin de m'étendre sur une natte lorsqu'un bruit léger me signale une présence dehors. J'ai juste le temps de voir entre les piquets et la toile de la tente 2 mollets bruns courant sur le sable qu'un type hirsute se jette sur moi avec un cri, plutôt une sorte de glougloutement furieux. J'ai reconnu immédiatement la lame recourbée du couteau, la bouche remplie de cette bave verte et les dents du type cernées de sang. C'est le djinn de tout à l'heure. Une fraction de seconde, il est sur moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir, qu'il s'effondre, la face contre terre, avant de glisser en arrière, en hurlant de plus belle, comme entraîné par un siphon. Il a seulement laissé sur moi son odeur âcre, de sueur et d'effroi, odeur d'adrénaline. Mais il est pris d'un soubresaut soudain et il se relève d'un bond pour foncer de nouveau sur moi, son couteau en l'air, et toujours avec le même glouglou strident. Il n'a pas fait 1 mètre qu'il retombe au même endroit, le front contre terre, comme s'il y avait là un obstacle invisible qu'il ne parviendrait pas à franchir. Et il repart exactement de la même façon, aspiré vers l'arrière. Moi, je trouve ça un peu farce. Seulement, cette fois, j'ai vu 2 hommes qui le tiraient de sous la tente pour le traîner par les pieds hors du campement. Quand ils sont arrivés assez loin, ils l'ont ceinturé d'une corde, avec l'aide d'un 3e qui était venu leur prêter main forte, et ils l'ont frappé sauvagement avec des planches qui faisaient un bruit sec contre sa vieille carcasse. J'ai entendu ces glouglous furieux résonner dans le vallon, au milieu des cris et des injures qu'ils proféraient. Quand le silence est revenu, j'ai réalisé que j'avais failli me faire assassiner. Comme dans Tintin et les 7 boules de cristal. Je n'avais vu que sa barbe, ses cheveux hirsutes et sa bouche remplie de bave verte. Pourquoi? Était-il sous l'influence lunatique? Pour quelle raison l'homme m'avait-il suivi depuis le village? Notre expédition à Chakusen avait commencé sous les auspices de la Lune. C'est curieux, cette importance de la Lune dans les vieilles civilisations. Moi, je crois plutôt que c'est ma tenue noire, qui a dû me faire passer peut-être pour quelque chose, pour lui, de profondément étranger, peut-être un intégriste, justement, ce que je redoutais. En tout cas, vraiment, j'ai vu la mort de poche. J'ai d'ailleurs grassement récompensé les 3 types qui m'ont sauvé la vie, de ma poche, sans note de frais. C'est la secrétaire du comptable à Paris, Armelle Lécrevisse, qui va être surprise quand je vais lui raconter mon aventure. Vous avez une facture? On ne peut pas vous rembourser si vous ne donnez pas une facture. Ça, c'est bien le journal. À la limite, il aurait mieux valu que l'autre me trucide, le Figaro magazine aurait fait jouer les assurances. Mais enfin, ça m'a fait une bonne histoire à raconter dans mon article, et les lecteurs du Figaro à la lire le week-end prochain.